Hang on, I'll get my... I just like to take care of them and get out on a horse and ride fence. And when I'm out riding fence by myself, I feel like that I'm closer to God that way than I am in town or doing whatever. De La Fontaine, Emery, Bingley, c'était des gens qui habitaient Corzo, mais pas Hermingeard. Hermingeard était à Corzier. C'était des petits vignerons, tout petits vignerons, et qui possédaient en général une vache, une chèvre, un cochon ou un porc, si vous préférez. Mais c'était des tout petits propriétaires. Et c'est comme ça que l'idée de s'expatrier est arrivée. L'année avait bien mal commencé. Après un hiver long et rigoureux, un ouragan d'une violence sans précédent avait dévasté le nord du canton de Vaud. En mai-juin, la grêle avait ruiné les derniers espoirs des paysans et des vignerons. En cette fin de siècle, la Suisse s'affranchit de ses origines terriennes au profit d'une petite bourgeoisie naissante. Pays en mutation, elle ouvre ses frontières aux produits étrangers, ainsi qu'à de curieux visiteurs qui viennent célébrer au pays du travail les vertus du farniente. Le développement du tourisme provoque la hausse du prix des terres réservées jusqu'alors à l'agriculture. La crise économique, qui a profondément marqué l'Europe, touche à sa fin, et les petits propriétaires, dans l'attente d'une relance annoncée, n'ont en perspective que l'augmentation du prix des terres, la chute des prix agricoles face à la concurrence étrangère et la venue du phylloxéra, qui est aux portes de Genève. En moins d'un demi-siècle, le vignoble vaudois a diminué de moitié. Les valeurs immuables, mises en scène dans un folklore de luxe pour les touristes fortunés, sont condamnées à disparaître. Pour bon nombre de ses habitants, la Suisse est un pays sans avenir. Et pour cette population qui s'appauvrit, comme pour tant de compatriotes déjà exilés, le rêve viendra d'Amérique. Les États-Unis comptent alors plus de 100 000 confédérés parmi les émigrants qui affluent depuis le début du XIXe siècle. Les Suisses ne vantent plus leur talent militaire, et ce n'est plus comme mercenaires que sont exportés avec soulagement tous les miséreux qui ternissent l'image idyllique du pays des bergers. Dans l'imaginaire des agriculteurs, les terres en friche des grands espaces américains incarnent le visage utopique de la terre promise. Une première chose, c'est cette situation économique sans issue, donc. Ils pouvaient vivre comme ça toute leur vie. C'était le sort de pratiquement toute la population. Puis, enfin, l'Amérique, c'était le paradis, hein, avec les propagandes qu'ils recevaient. Parce que j'en ai vu, moi, de ces prospectus qu'ils ont reçus. Et alors, quand vous êtes ici, vous avez une famille. C'était tentant. Ayant parcouru souvent le Far West américain, j'ai eu l'occasion de voir combien des informations exactes épargneraient de déceptions, de peines et de temps aux personnes qui s'expatrient. La vallée du Pecos, au Nouveau-Mexique, me paraît présenter plus que tout autre un bel avenir aux cultivateurs. C'est en voyant ces immenses étendues de terres fertiles que je me suis convaincu que des cultivateurs suisses seraient à l'aise dans cette contrée, eux si peu favorisés chez eux par la nature et souvent gênés par la cherté de la terre. Je puis en effet recommander à un colon qui irait s'établir dans la contrée du Pecos l'excellence et la fertilité de son sol,
l'abondance des récoltes, le caractère pacifique de la population américaine, les bons prix du marché pour tout produit agricole. Je puis lui soumettre des chiffres et des faits, mais je ne puis lui garantir que dans un pays si différent d'aspect, il ne regrettera pas les lacs, les forêts et les montagnes de la Suisse. Collonges suisse. C'est là, selon moi, le seul inconvénient que vous pourriez rencontrer. Mais si vous sentez que ce sont les profits et non les vieilles habitudes suisses qui vous importent, partez sans souci. Vous ferez en 5 ou 6 ans au Pécosse plus d'argent que vous n'en ferez durant un demi-siècle chez vous. Henri Gaulieur, La contrée du Pécosse, juillet 1891. Un homme d'affaires genevois, flairant de bons investissements, est à l'origine de cette campagne de promotion. Henri Gaulieur a vécu 15 ans à New York où il a fait fortune dans le commerce du tabac. De retour en Suisse, il est contacté dans son château de Kiezen par un groupe de philanthropes bernois qui cherchent aux États-Unis une terre propice à l'immigration suisse. Il croit dénicher la perle rare au Nouveau-Mexique, où il est invité par les promoteurs de la Pecos Valley Irrigation and Improvement Company. Il publie en juillet 1891 une brochure intitulée « La contrée du Pécosse » qui sera largement diffusée en Suisse romande. L'impact de cette brochure est considérable. L'idée du Pécosse se répand très vite et suscite l'intérêt d'une large frange de la population. En octobre, 20 familles prêtes à partir y ont acheté des terres. Gaulieur rassemble donc en moins de 3 mois un premier contingent de 60 colons, aux yeux desquels il représente le garant de la fortune. 2 de ses neveux en font partie, les deux Brémond, Charles, 25 ans, et son frère Rodolphe, 23 ans. Leur père possède un domaine agricole, une tourbière et une verrerie à Sansal, dans le canton de Fribourg. Ses affaires vont mal, et Gaulieur le convainc facilement de lui confier ses 2 fils. Il y a aussi Auguste Réroux, le jardinier du château de Vufflan. Veuf et père de 5 enfants, il rêve de pouvoir un jour posséder sa propre ferme. Il n'a pas les moyens d'acheter des terres au Pécosse et s'engage comme domestique. C'est un groupe hétéroclite. Il y a des fermiers, des chômeurs, des artisans comme Louis Ramu, cordonnier à Lausanne, mais aussi des enfants de bonne famille comme Alfred Necker, petit-neveu de Madame de Staël, ou les fils du professeur Herzen de l'Université de Lausanne. Un groupe de vignerons des Hauts-de-Vevey forme néanmoins le gros de la troupe. Ils sont entraînés par Gustave Queneau, un marchand de vin en faillite, et Samuel Emery, le charismatique instituteur de Corzo. Ce dernier a entretenu un long échange de correspondance avec Henri Gaulieur pour s'assurer de la solidité des promesses de l'homme d'affaires. Il se laisse persuader d'emmener avec lui le plus possible de ses concitoyens. Mais il y avait quand même Samuel Emery, qui était le moteur. C'est lui qui a pris les contacts, c'est lui qui a persuadé ses beaux-frères de dire qu'est-ce que vous voulez continuer de gratter ces petits terrains par là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à gagner. Alors mon grand-père est parti dans le fond avec l'idée de faire fortune aussi. Pas seulement de biner la terre, parce qu'il aimait la terre, il en avait chez lui. Donc le but, c'était quand même aussi de s'enrichir. Ce qui m'a, moi, étonné, et qui a étonné un peu tous les descendants de cette famille, c'est que cet homme très déterminé, intelligent, qui ne se laissait absolument influencer par personne, on n'a pas compris comment, en quelques semaines ou mois, je sais pas, 2-3 mois, décider de partir avec toute une famille, parce qu'il était marié. Il avait 3 enfants, un fils de fille, et puis une femme qui était enceinte. La réunion d'adieu s'est faite dans la salle de l'Armée du Salut. Ici, toute une salle très simple, très vétuste. Mais enfin, tout le village était rassemblé. Et c'est là que mon arrière-grand-père, donc leur père, leur a dit en fin de réunion, « Je vous maudis ». Le 13 octobre au matin, le premier groupe d'émigrants quitte la Suisse. Sur les quais de la gare de Vevey, ils sont plus de 40 en provenance de Corzo et Corzier. Gustave Queneau et ses 8 enfants, Samuel Emery et sa famille, les Bingli, les Volets, les Herminjar, les de la Fontaine, les Magnona, les Fonjala. Auguste Réroux, lui, est seul. Ses enfants le rejoindront plus tard. Après un long voyage en train qui conduit les colons jusqu'au Havre, ils embarquent à bord du steamer La Gascogne.
En première classe, Charles et Rodolphe de Brémond sont accompagnés par leur oncle, Henri Gaulieur, qui va rendre compte à ses associés américains de la bonne marche de leurs affaires. C'est un capitaliste avisé, pas un philanthrope. Et il a conclu un marché avec les dirigeants de la compagnie américaine qui gère le développement de la vallée du Pécosse. Il doit encaisser une commission sur chaque hectare de terre vendu en Suisse. Cet accord est resté tacite, pour ne pas tomber sur le coup de la loi fédérale sur l'émigration qui, votée en 1888, interdit ce genre de transactions. Henri Gaulieur a également profité de ses nombreux contacts dans les milieux d'affaires suisses pour trouver les investissements importants que sollicite la compagnie d'irrigation du Pécosse. Par son intermédiaire, un groupe de banquiers genevois achète pour plus de 500 000 $ d'actions. Durant la traversée, Gustave Queneau adresse des comptes rendus à la feuille d'avis de Vevey. Monsieur le rédacteur, vous avez eu l'obligeance de me promettre une place dans vos colonnes. Voici donc quelques détails sur notre voyage. Après un semblant de visite à la douane, nous nous sommes entassés à la hâte dans les voitures françaises, non sans quelques désagréments. Les uns étaient séparés de leur famille, les autres ne retrouvaient pas leurs bagages. Au Havre, l'embarquement s'est fait immédiatement. Nous avons pris nos quartiers dans l'entrepôt. Les lits, composés d'une paillasse, d'une bonne couverture et d'un coussin de paille, sont superposés par deux. On dirait les tablards d'un immense fruitier. Les lits inférieurs sont à 30 cm environ au-dessus du plancher, ce qui permet le nettoyage. Nous avons fait jusque-là une traversée fort désagréable. La mer a été très mauvaise. Nous sommes enfin arrivés à New York, où nous avons été reçus à l'hôtel Grutli par des compatriotes. Puis nous avons embarqué sur un magnifique steamer où nous sommes bien mieux installés. Le navire ne fait aucune escale jusqu'à Galveston, d'où nous partirons le plus tôt possible en chemin de fer. Une harmonie si complète règne entre les membres de notre petite colonie que cela fait bien augurer du résultat. On parle du pays, de la triste vendange qui a dû se terminer ces jours, mais surtout, on pense avec courage à l'avenir. Votre dévoué Gustave Queneau, octobre 1891. Pendant le long voyage qui les conduit vers la petite ville d'Eddy, au Nouveau-Mexique, les émigrants ne savent pas très bien à quoi s'attendre. L'Ouest est presque intégralement colonisé et les terres deviennent rares. Seules les régions arides des grands déserts du Sud-Ouest résistent encore à l'inexorable progression des pionniers. Cette partie du pays, qu'on nomme la dernière frontière, doit son développement à la spéculation, plus qu'à la persévérance des colons. Ce pays de cocaïne suscite en Europe un éventail de fantasmes qui occulte une réalité parfois moins dorée. Même si la vie est au début difficile, même si la fortune se fait attendre, l'Amérique est la terre de la liberté, où l'individu préserve son identité et son indépendance. Les gens de Corzo espèrent dissoudre dans ces vastes espaces un conflit qu'ils ont avec leur temps. Avaient-ils d'autre choix que l'exil pour rester paysans ou vignerons, pour ne pas devoir se convertir en ouvriers, en employés ou en fonctionnaires? Ils vécurent cet exil comme une fuite en avant et choisirent d'éviter la confrontation avec une réalité qu'ils voulaient oublier. « The grass is always greener on the other side of the fence », disent les Américains. That's always been kind of a mystery that that not only
Grandpapa would come, but that the other families would come without sending a scout, if you will, ahead to look at where they were going, because they literally thought this was the land of milk and honey, and I don't believe New Mexico at that time was a whole lot different than it is now. And if anybody had ever seen it, it was really kind of the pits. Les premiers colons suisses arrivent à Eddy le 5 novembre 1891. C'est à peine une ville. Elle compte une centaine d'habitants et, promotion oblige, 2 journaux, un hôtel de grande classe avec un chef français pour recevoir les hôtes de marque, ainsi qu'une banque qui sert de siège à la compagnie d'irrigation du Pécosse. Les nouveaux arrivants y sont accueillis. L'hôtel de ville est une impressionnante bâtisse qui s'élève au milieu du désert. La ligne de chemin de fer par laquelle les colons sont arrivés vient d'être inaugurée. Il est prévu de la prolonger un jour en direction du nord, vers les grands marchés où seront écoulés les produits de la vallée. Les terrains des Suisses sont situés à une vingtaine de kilomètres au sud d'Eddy, où la construction d'un hameau a débuté. Les directeurs de la compagnie d'irrigation l'ont nommé Vaux, en l'honneur de leur premier client. Aujourd'hui, ce village s'appelle Loving. La construction des routes et des canaux, ainsi que des maisons promises aux colons, n'est pas achevée. La compagnie dit avoir été pressée par le temps. Les Suisses passent leur première nuit sous tente. À défaut de pouvoir se mettre immédiatement au travail, les journées sont consacrées à l'acquisition du matériel nécessaire. Les colons sont en effet partis sur les conseils d'Henri Gaulieur avec un minimum de bagages, pensant trouver, au dire de ce dernier, de l'équipement bien meilleur marché. Ils constatent malheureusement que non seulement les prix pratiqués sont en général 4 fois plus élevés qu'en Suisse, mais que les produits sont aussi de piètre qualité. Les Vaudois conservent pourtant leur optimisme. Gaulieur fait le tour des propriétés en exhibant de magnifiques fruits et légumes, soi-disant récoltés sur des terres voisines. Promotion was certainly always at the heart of what they had in mind. There was no community here predating their scheme. There was not a house on the desert at that time, and so it was totally a created community, a created world. And it was up to them to create at least an image that would convey to people that all the hopes of the future were here. I think that the early promoters who came to the area with the idea of building a lush valley were impressed with the appearance of the land before it went into cultivation and the amount of water that was available, because in the late 1800s the river was a huge river. Today you can't believe that because there's not even a river flow in most of the area. It's completely dry. Dams and the denuding of the forests and the overgrazing have changed the water flow. But these gentlemen who had the vision of an irrigated valley saw all the water and all of the good land, and they missed the problems that were going to arise when the water began to recede. The pumping began to lower the water table, and the rivers went dry and the springs went dry. The American people are eternally optimistic and eternally reaching for bigger things and better things, and then they are very unhappy with anybody who's negative about anything. They value enthusiasm, and these were enthusiasts who were here in the valley. Les premiers temps seront durs, il est vrai, mais le travail sera largement récompensé. Et j'ai pu en juger, toutes les fermes aux environs d'Eddy sont florissantes et les farmers enchantés. Le sol paraît excellent. Nous avons beaucoup à travailler, mais nous avons pleine confiance en la réussite. Gustave Queneau, Eddy, 8 novembre 1891. Les colons ne sont pas tous d'accord avec les propos optimistes que Gustave Queneau adresse aux journaux de Suisse romande.
mais ils n'oseront l'avouer que bien plus tard. Des eaux du Pecos dépend effectivement l'émergence de l'oasis rêvée. La compagnie d'irrigation avait achevé en aval d'Eddy la construction d'un barrage et d'un lac d'accumulation, ainsi que d'un canal principal qui traversait la rivière sur un gigantesque aqueduc en bois. Ces travaux considérables avaient nécessité l'importation d'un millier de travailleurs chinois. Dans sa hâte, la compagnie avait confié la conception du réseau des canaux d'irrigation à des ingénieurs spécialistes du chemin de fer. Ceux-ci avaient vu grand et prévoyaient d'irriguer plus d'1 million d'hectares sur 300 km en bordure du fleuve. Au sud de Vaud, se préparait la fondation d'un deuxième hameau, Malaga, du nom des raisins qui devaient y être cultivés, et une troisième communauté allait bientôt voir le jour à la frontière du Texas. Les directeurs de la compagnie, reconnaissants, se proposaient de l'appeler Gaullierville. This area is probably the out area of Vaud. They built laterals of about 110 miles in length to serve the various farms. And when they had problems areas such as this, well, this was one of the first priorities because land in this area and land across Black River was not receiving enough water, and this was a way to get their crews sort of put together. But all this has just deteriorated from, not from bulldozer, but time. It's a hard thing to keep concrete from cracking and deteriorating in the salt conditions of the soil and the salt of the water. The soils from Carlsbad down to just west of Loving were pretty good quality soils, and there wasn't too much leaching or subbing from that soil. There was a little bit west of Loving, but basically the biggest problem started from Loving to the south and just immediately west of Loving, why this outcropping of gypsum is severe. And this was one of the things that gave the irrigation district the greatest amount of problem was the gypsum and the subbing, and as a result of the water moving through the soils, well, this caused the salts to rise, and this in time ruined a lot of the farmland, and they put in drainage ditches, but still the tightness of the soil won't let them have what you call a good farm. And the people who came and cleared the soil had basically the greatest amount of problems, and it just has intensified over the years. Tous les émigrants sont enchantés de leur nouvelle patrie. Ils s'accordent tous pour dire que le rapport de M. Gaulier est resté en dessous de la vérité. Nous allons semer de l'avoine qui produit pour 6 000 francs et plus par concession. Du maïs, cher et très nécessaire. Du sorgho qui produit jusqu'à 500 francs l'acre. Sans parler des légumes. Choux de 10 à 20 kilos. Oignons de 15 cm de diamètre. Et courges de 100 kilos. Gustave Queneau, Vaud, 17 novembre 1891. La vallée du Pecos n'est pas dépourvue d'histoire. Pendant plus de 4 siècles, les Apaches y ont chassé les troupeaux de bisons et en ont défendu l'accès à l'arrivée de l'homme blanc. À partir de 1880, après une longue campagne militaire qui s'est achevée par la reddition et la déportation de Geronimo, les Apaches Mescaleros furent déplacés dans une réserve loin des terres fertiles. Les bisons décimés cédèrent la place au bétail des ranchers. Aventuriers aux origines incertaines, ces nomades n'étaient pas des enfants de cœur, les règlements de compte étaient nombreux et attirèrent quelques spécialistes comme Billy the Kid et Pat Garrett. Ces féroces rivalités dégénérèrent et une guerre civile éclata, la Lincoln County War. À l'issue de ce conflit, un certain Charles Seddy vint s'établir dans la vallée. Ses espoirs de rancher furent vite balayés par une terrible sécheresse qui extermina les 2/3 de son bétail. Il imagine alors avec quelques associés la création d'un réseau d'irrigation,
Par une concession du gouvernement, ils obtiennent gratuitement en 1888 plusieurs milliers d'hectares. Ils chassent les colonies mexicaines établies le long du fleuve et cherchent à financer leur entreprise. C'est là qu'intervient un millionnaire du nom de John Hagerman, qui accepte d'investir plus d'$1 million dans la naissante Pecos Valley Irrigation and Improvement Company. Le Pecos n'est plus cette mythique frontière de la civilisation, au-delà de laquelle seules les armes font la loi. The West did not civilize easily. The newspapers record a number of killings and this type of thing. And in a little community like this, you would expect every Saturday night to have some cowboys riding through the streets shooting in the air, this type of thing. You would expect to find that cattle were being stolen off in one direction or another by someone or other, and you find things happening here, especially in those early years, that you would not have expected to find in the east of the United States. The Swiss, of course, had come into the midst of other struggles going on in this community at the same time, and probably little understood some of the situations they found themselves in. I think it was also difficult for them to the extent that they were not English speaking. That would necessarily pull them within themselves as a group and leave them with very little access to other people in the area, or much help from other people in the area. Déjà le premier mois de notre arrivée, le thermomètre descendit passablement au-dessous de 0. Puis le vent, toujours ce vent qu'on appelait les brises gaulières, charriant des nuages de poussière, qui dessèchent le sol au fur et à mesure qu'on l'irrigue. Tant qu'il souffle, une soif dévorante tourmente le côlon. Il semble que les fourneaux d'une usine vous jettent au visage leur haleine embrasée. Durant la seconde moitié de décembre, survinrent des pluies comme on n'en avait jamais vu. Les maisons en pâtirent. Puis nous eûmes un vrai cyclone qui détruisit complètement la maison de Grelet. De tous les colons, j'ai été le premier à être atteint de la fièvre. Sans savoir ce que j'avais, je me voyais dans l'obligation de rester au lit. Cette maladie se présente sous 2 formes. Tantôt c'est un dépérissement graduel, sans grande souffrance, qui vous réduit presque à rien et dont on a de la peine à se relever. D'autres fois, c'est une espèce de fièvre typhoïde qui met les individus aux portes du tombeau, quand elle ne les moissonne pas. La femme à Bingley et 2 de ses filles, la petite Brézard et un des enfants de Bourquin, en sont morts. Ceux qui ne furent pas atteints forment une infime minorité, un 5e au plus de la population. Comment survivre ici, dans ces conditions? Samuel Emery, Vaud, hiver 1891. Mon cher monsieur Emery, il y a longtemps que j'aurais dû vous écrire pour vous dire combien j'avais sympathisé avec vous dans la perte cruelle que vous avez faite. Mais vous ne saurez jamais quelle vie m'attendait à mon retour. Plus de 400 ou 500 personnes m'ont assailli, les uns attendant mon retour pour partir, d'autres pour avoir des conseils, d'autres pour retenir du terrain pour septembre, d'autres pour me faire des amabilités. Bref, voici 6 semaines que je suis en Suisse et je n'ai pas eu un instant. Tout le monde, dans la Suisse française, depuis le plus huppé jusqu'au plus humble, parle du Pecos. Henri Gaulieur, Vevey, 6 mars 1892. Aux États-Unis, l'hiver a été particulièrement rigoureux, mais le soleil du printemps apporte l'espoir des premières récoltes. Le village de Vaud compte plus de 150 habitants et les colons continuent d'arriver tous les jours.
Toutes les récoltes sont à peine levées de 3 pouces et mettent la grappe. Tout le sol est dur, ce qui est causé par l'irrigation. Quand la terre sèche, il se forme au-dessus une croûte dure qui empêche les plantes de croître. Au printemps, les pluies firent complètement défaut. Les haricots ont bien petite mine, et il n'y a pas moyen d'avoir des légumes. Ils disparaissent tous à mesure qu'ils lèvent. La première coupe d'alfalfa a été assez médiocre. Quant à l'orge et à l'avoine, ils ont manqué presque totalement. Le sorgho a donné une assez grande quantité de piètre fourrage que la compagnie nous a acheté au-dessous du prix qui nous avait été promis, et à condition que nous l'acheminions à 33 miles de Vaud. C'est dans une de ces expéditions que Perusset a trouvé la mort, écrasé, noyé sous un char de sorgho. Des 10 acres d'alfalfa que j'avais semés au printemps, je n'ai récolté que $23. Le mal est-il produit par l'eau ou par la terre? Personne n'a su le dire. Quant aux pommes de terre, elles n'ont absolument rien donné. Plus heureux que mes voisins, j'avais quelques carottes jaunes à vendre. Un jour, j'en ai remis un sac à mon voisin Magnenat, qui se rendait à la ville. Il a offert la marchandise à la plupart des magasins, sans pouvoir en vendre une seule. En résumé, le rendement des récoltes n'a pas atteint le 10e des chiffres les plus bas garantis par Gaulier. Samuel Emery, Vaud, printemps 1892. Il a fait le bûcheron et il a préparé le bois pour faire des cercueils pour toute sa petite famille. Et il les a enterrés à un certain endroit qui était pas trop loin de chez eux pour les avoir un peu encore près d'eux. Mais par la suite, plus tard, avant de repartir, il a encore eu ce courage d'aller les déterrer en se disant je pars et je ne veux pas les laisser là parce que ça va certainement s'étendre, ça va devenir peut-être une ville et je vais les mettre beaucoup plus loin. Alors il est parti à cheval et personne dans la famille n'a su où il est parti. Moi, je me méfie un petit peu qu'il ait été chez les Indiens, parce qu'il y allait beaucoup, c'était ses grands amis. Et chaque fois qu'il avait un coup de cafard, il allait boire un petit verre là-bas. Et moi, j'ai l'impression qu'il l'héritait dans la réserve avec comme pour les mettre sous une protection puisqu'il partait. L'histoire du Péco, je m'en souviens une fois, tout gamin, il en avait parlé chez nous à la chambre. Je me rappelle que dans un fait, il racontait qu'une fois ils avaient amené voir les chevaux au bord du Péco, et que il y avait un véritable tapis de serpent. Moi, je crois que j'en avais rêvé la nuit. Ils allaient à l'école avec un bogey, comme ils nous disaient. Un bogey, je ne sais pas si ça a 2 roues, 4 roues, je n'en sais rien. Ils avaient un cheval, ils allaient à l'école avec ses frères et sœurs. Et ils attachaient ce cheval là, il y avait l'endroit qu'il fallait pour garer ce cheval. Puis ils rentraient à la maison cheval. Elle nous disait qu'il y avait des serpents-sonnettes. C'était plein de serpents-sonnettes. Heureusement qu'ils avaient pas besoin de marcher. C'était plein de serpents-sonnettes, ils les entendaient. Mon père disait que l'Iran-Marie, c'est rien que des mensonges. L'Amérique, c'était pas du tout ça. C'était sauvage, arriéré. Mon père l'avait remarqué depuis le début, quand il nous a raconté ces histoires de pluie de sauterelles, mais tout était anéanti. C'était terrible, il nous disait c'était terrible là-bas, c'était les pluies de sauterelles. Il y avait des véritables vagues de Mexicains qui déferlaient sur ces salades et qui ramassaient tout. Oh, moi, j'en ris, mais je pense pas que là, à l'époque, là, ils riaient pas beaucoup là-bas, dans le fond. Au printemps, certains colons partent chercher de meilleures conditions vers d'autres régions américaines. Pour la première fois, la déception se manifeste et des écrits vengeurs accusant Henri Gaulier parviennent en Suisse. Pourquoi nous avoir engagés à acheter du terrain dans ce maudit Pécosse, quand nous pouvions en trouver aux portes de New York, aux mêmes conditions de paiement et au même prix? Les autorités fédérales sortent de leur mutisme.
Berne se méfie de Gaulieur, l'accuse de faire de la propagande pour l'émigration, ce qui est interdit, et lui refuse le droit de représenter officiellement la compagnie du Pécosse en Suisse. Monsieur Gaulieur est un des principaux actionnaires de la compagnie d'irrigation du Pécosse, et toute la philanthropie dont il fait parade pourrait bien être de la propagande intéressée. Henri Gaulieur conteste ces accusations. Non seulement la compagnie d'irrigation du Pécosse ne fait aucune propagande, mais elle a notifié au département fédéral des affaires étrangères que, vu l'incapacité et le ton peu courtois du commissariat fédéral d'émigration, elle ne voulait plus avoir aucun représentant en Suisse, et que, vu la malveillance de ce bureau, elle n'offrait plus aucun des avantages que j'avais obtenus d'elle. Pour défendre son honorabilité, Gaulieur demande aux colons suisses de lui adresser une lettre de soutien. Seul Gustave Queneau s'exécute. Que notre beau lac nous manque, c'est incontestable. Tout riverain du Léman, transporté dans un autre pays, le regrette, et c'est bien compréhensible. Mais les motifs différents qui nous ont amenés ici sont assez puissants pour nous faire oublier beaucoup de choses. Gustave Queneau, Vaud, avril 1892. Durant l'été 1892, l'avenir du Pécosse se décide à Valère-sous-Rance. Ce petit village du pied du Jura compte parmi ses habitants un riche philanthrope du nom de William Barbet, qui possède la majorité des terrains agricoles et viticoles. Il a été contacté par Henri Gaulieur, et les deux hommes s'apprêtent à envoyer au Pécosse quelques 60 personnes originaires de la région d'Orbe. William Barbet reste néanmoins attentif aux échos négatifs qui commencent à filtrer parmi les informations contradictoires en provenance de la lointaine colonie. Il décide d'y envoyer un observateur et demande à Paul Lambercy, un fermier en qui il a confiance, un rapport détaillé de la situation. Mon grand-père, à son retour du Péco, suite à les conditions qu'il avait imposées M. Barbet, certainement qu'il ne faisait pas de gaieté de cœur parce que ce n'était pas un homme qui parlait volontiers en public, mais il était engagé à parler de tout ce qu'il avait vu là-bas. Il a donné une conférence à tous ceux qui voulaient bien venir, il n'y avait pas seulement de paysans de la région, qui sont venus justement dans ce bâtiment, qui est le bâtiment donc, de l'école du dimanche. Et c'est là qu'a eu lieu cette conférence qui finalement a été déterminante dans les options qu'ont prises les paysans de l'époque. Quand nous avons pu aborder les colons, notre première demande a été naturellement « Comment cela va-t-il » ? « Ça ne va pas tant bien, nous répondait-on, les récoltes ne poussent pas. »« Mais pourquoi avez-vous écrit tant de belles choses, que tout allait bien, que vous étiez très content ?» C'est qu'au début, tout allait bien, on défrichait, on labourait, on semait, on était plein d'espoir. Ce n'est que plus tard que ça s'est gâté quand on a vu la végétation si maigre et les plantes se dessécher à peine sorties de terre. Vous pouvez croire après ça, et je vous dis les choses telles que je les ai vues en toute sincérité, combien j'étais content d'être allé là-bas sans ma famille. Quand je suis rentré chez nous, je me suis dit, ah, le beau pays, vive la Suisse. Croyez-moi, si on a quelquefois de la peine à vivre dans notre pays, c'est qu'on y vit trop bien. Si vous voyez les fermiers du Pécosse, les plus riches vivent dans des cabanes et s'habillent misérablement. Je ne dis pas qu'il faille se priver de tout, mais si nous savions vivre comme certains Américains, nous n'aurions pas besoin d'aller en Amérique. Paul Lambercy, La vérité sur le Pécosse, 16 juin 1892. Cette conférence a l'effet d'une bombe sur une opinion publique encore largement favorable au Pécosse. William Barbet renonce à ses projets, et la presse s'empare de l'affaire dont l'enjeu devient politique. Pendant plus d'une année, la polémique divise partisans de Gaulieur et dénonciateurs de ce qui peut être considéré, d'un certain point de vue, comme un énorme scandale. Proche des milieux financiers genevois, la Feuille d'avis de Vevey, la Gazette de Lausanne et le Journal de Genève voient d'un très mauvais œil la campagne de dénigrement du Pécosse menée par des journaux comme le Genevois, le Nouvelliste vaudois, la Revue ou le Neuchâtelois. Pour cette presse plus sociale, l'entreprise du Pécosse est un échec total, dont l'unique responsable est Henri Gaulieur. Ce dernier se défend.
Dans une interview donnée au Journal de Genève, il traite les colons faillis d'imbéciles, de paresseux et d'ivrognes. Une nouvelle brochure vient encore alimenter la polémique. Ce pamphlet, écrit par Alexandre Herzen et publié en octobre 1892 aux éditions Payot, corrobore les dires de Paul Lambercy. Alexandre Herzen et Paul Lambercy sont violemment critiqués, notamment par des colons comme Charles de Brémond ou Gustave Queneau, qui, malgré les nombreuses défections, conservent leurs espoirs et leurs rêves d'oasis. Monsieur Lambercy s'apitoie sur notre sort. Et pourquoi? Tenez, nous sortons de table, où nous avons soupé avec des œufs de la ferme, de la viande à 4 sous et demi la livre, de la salade du jardin, le tout arrosé d'une bouteille de vin de Californie à 65 centimes le litre, et valant certainement les crus de Valère. Monsieur Lambercy soupe-t-il plus copieusement chez lui, ou à meilleur marché? Dans ce cas, nos félicitations. Il aurait voulu trouver au Pécosse des fermes suisses entourées de frais ombrages, des étables pavées remplies de vaches grasses, des greniers regorgeant de grains. Et en comparant les plantureuses fermes du pied du Jura à nos maisons de bois ou de terre, il se trouve déçu. Et depuis quand les fermes de Valère sont-elles en culture? Il y a 6 mois, il n'y avait que du mesquite sur nos terrains. Attendez donc, laissez-nous le temps de prendre haleine, de nous reconnaître, de planter la charrue dans nos terres, d'apprendre quand il faut y semer, comment il faut irriguer. Puis revenez dans 3 ans. Si Dieu nous prête vie, nous vous promettons un dîner aux produits du Pécosse dont vous nous direz des nouvelles. Qu'il y ait ici des grincheux mécontents, il n'y a pas là de quoi s'étonner. Ou n'y en a-t-il pas? Que les mécontents aillent donc s'établir autre part. Le monde est encore grand. Nous avons peine à comprendre pourquoi ils sont venus ici s'ils étaient si bien chez eux. Là où on est bien, on y reste. Gustave Queneau, Vaud, juillet 1892. À l'automne, Samuel Emery, découragé, jette l'éponge et emmène avec lui ceux qui souhaitent rentrer. Certains parlaient le soir, justement, quand ils étaient réveillés, de projets. Alors, les uns parlaient d'aller quand même ailleurs, puisqu'ils étaient déjà de toute façon partis. Parti pour parti, allons voir ailleurs. Pour eux, ailleurs, ça pouvait être n'importe où. Mais mon grand-père, qui aurait été, je suis sûre, le premier à dire « d'accord, on va partir, on va recommencer, mais ailleurs ». Ça aurait été le premier. Mais je pense que, hélas, le fait de n'avoir plus sa femme, le fait d'entraîner 3 enfants quand même dans des aventures pas simples, a fait qu'il a pris la décision du raisonnable, du père responsable. C'est uniquement ça qui l'a fait rentrer. Le père de La Fontaine a toujours dit que lui, il était le seul qui n'avait rien perdu. Mais il ne voulait pas rester tout seul là-bas avec sa femme et sa fille. Il avait une fille. Il ne voulait pas rester tout seul. Et alors quand les autres ont vraiment décidé de s'en aller, il les a suivis. Mais il prétendait, lui, qu'il y avait moyen de s'en tirer. Et peut-être qu'ils se sont trop pressés de s'en aller. Hein. Mais vous savez ce que c'est, quand ça va mal, vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas vendu votre marchandise, c'était surtout des blés qu'ils ont fait là-bas. Voilà. Ils ont craqué. Mon grand-père a dit à ce moment-là, moi je rentre aussi, je reste pas là. Si tu rentres, moi je rentre avec. Ça, c'est ma mère qui nous a dit ça. Alors. Puisque Samuel Emery rentrait, ben moi on rentre aussi. Ça fait qu'ils ont liquidé et ils sont rentrés. Ça s'est fait dans une très grande discrétion. Ils sont rentrés à pas feutrer, tout tranquillement, et tout d'un coup, ça s'est dit dans le village comme une traînée de poules. Ils sont rentrés. Ils ne voulaient pas parler. Ils ne voulaient pas parler, c'est-à-dire qu'ils n'en parlaient pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'en parlaient pas. Ma mère, une fois, qui nous a dit... Moi, là, j'étais au Péco, elle parlait... Elle savait donc compter en allemand, en anglais.
Alors on était étonnés, puis c'est là que ça est parti l'histoire. Elle parlait en anglais, alors elle comptait en anglais, on a dit ça y est. Et puis c'est parti de là, j'ai été au Pecos, on était en navire, en paquebot, tout ça. Ils ne sont pas tous été très heureux, je crois pas. Mais enfin, ils n'ont jamais dit c'est dommage que ce Samuel Emery ait pris sur lui de nous emmener dans une galère pareille. Jamais. Il a eu de la chance pour ça. Ils pensaient que l'agence les avait eus. Et puis que Samuel Emery était parti beaucoup trop tête baissée. Puis c'était un chef, Samuel Emery. Il faut l'avoir. Je l'ai connu alors. Hein. Alors c'était un moteur. Hein. C'est comme ça qu'il a réussi de décider ses beaux-frères. Alors ils y en ont voulu un tout petit peu, mais quand même pas tellement, parce que Samuel Emery c'était une personnalité et on n'allait pas contre les personnalités. Many of the people who did not realize their dreams when they came sold their land if they could, or if they had enough assets, they just left and turned the land back to the company. The Hispanic population, who had practically no assets, most of us from Texas and Oklahoma and Arkansas, our ancestors were in the same position with practically no assets. The choice of going back someplace was not ours or our ancestors. Therefore, the people stayed and went through the bad periods, and the bad periods did not last that long. La compagnie d'irrigation du Pecos réagit vigoureusement aux attaques venues de Suisse. Elle organise des expositions de fruits et légumes où sont étalées de gigantesques grappes de raisins, prétendument récoltées par des colons suisses qui ont en fait quitté la région plusieurs mois auparavant. As far as most of the community was concerned, you should be saying the right thing, and the right thing was that this was going to be a major metropolis of the West, and it was going to, everyone was going to prosper majorly on magnificent farmland and great produce. I don't see any reason to blame the Swiss for anything in this. I'm sorry that they were promised so much that turned out not to be possible. But I would suspect that the people making those promises were promising it to themselves as well, and were convinced that this might happen. And in America, if it might happen, it's going to happen, and so you move forward on that assumption. Un an et demi après sa fondation, il reste, malgré le départ du groupe de Corzo, une centaine de résidents dans la colonie suisse du Pecos. Le deuxième hiver a été plus clément. La colonie reprend son souffle et des espoirs renaissent. Le quotidien reste néanmoins très dur. La fièvre typhoïde et la diphtérie font de nombreuses victimes et les accidents sont nombreux. La communauté suisse est partagée quant à l'attitude à adopter face à la compagnie d'irrigation, qui n'a pas tenu toutes ses promesses et qui exige maintenant des colons le paiement de droits d'eau dont elle avait pourtant promis la gratuité jusqu'à la rentabilité des domaines. Les Suisses sont nerveux. Alfred Necker et le fils de Louis Ramus sont arrêtés pour vol de bétail. Guillon agresse secrètement. Et Bernard adopte des mœurs couleur locale en tirant sur deux promeneurs anglais qu'il avait pris pour des Mexicains. Le 5 août au matin, après 2 jours de pluie violente, qui suivent une longue période de sécheresse, la vallée du Pecos est inondée par un véritable raz-de-marée qui emporte le barrage, l'aqueduc, l'usine électrique d'Eddy et une bonne partie de la voie ferrée. Cette catastrophe anéantit les derniers germes d'optimisme. Les colons suisses qui persisteront,
qui n'auront pas les moyens de partir verront des années difficiles. Pour les principaux investisseurs de la compagnie d'irrigation du Pecos, l'inondation de 1893 est un réveil brutal. Un conflit éclate entre John Hagerman et Charles Eddy. Ce dernier est invité à se retirer et il quitte définitivement la ville qui porte son nom. John Hagerman est accusé de mauvaise gestion par les actionnaires de la compagnie, dont une majorité de banquiers suisses. Il investit néanmoins le reste de sa fortune dans la reconstruction du système d'irrigation et dans la prolongation de la ligne de chemin de fer en direction du nord. Ses efforts ne seront pourtant pas suffisants pour attirer de nouveaux colons. Et sa faillite, en 1898, entraîne celle de la compagnie. Les banquiers suisses récupéreront pourtant une partie de leur investissement, en 1952, lorsque la Texaco, flairant la présence de pétrole, leur rachète les droits minéraliers des terrains dont ils sont encore propriétaires. Avant l'aube du nouveau siècle, la plupart des résidents suisses du Pecos ont quitté la région. Henri Gaulier, lui, est toujours convaincu de l'avenir du Nouveau-Mexique. Il investit de l'argent dans le développement de la ville de Roswell, située à une centaine de kilomètres au nord, avant d'entamer une discrète et paisible retraite dans son château de Kiezen. Il ne sera jamais inquiété par la justice helvétique. Les plaintes déposées contre lui par plusieurs colons de retour au pays n'auront aucune suite. Selon lui, l'échec des colons suisses est dû à leur mentalité. Dans sa brochure de 1891, il préconisait déjà de ne pas commettre les mêmes erreurs que d'autres colonies helvétiques. En Suisse, on ne s'est pas assez préoccupé en général des conditions nécessaires à la réussite d'un émigrant. C'est une erreur. L'idée que l'émigrant suisse peut conserver ses mœurs, ses idées, ses méthodes de travail, en partant avec d'autres compatriotes pour fonder ce que l'on appelait une colonie suisse, est une idée fausse. Les gens qui ont voulu fonder ces colonies ne connaissaient pas les États-Unis. Sinon, ils auraient compris que le colon doit transformer inévitablement ses habitudes, qu'il ne peut emporter sa patrie avec lui, même s'il est accompagné de 100 ou de 200 compatriotes. Henri Gaulier, La contrée du Pecos. It has always intrigued me that the Italian families who came in as farm workers, as part of the Swiss arrangement, did tend to stay and did tend to remain here and are still here in the valley. It is my guess that they had come from harder situations at home than the Swiss and saw nothing to go back for. The people who came here were pioneers. They were individualists. They lived by themselves. They did not depend on other people at all. When they had a problem, they either solved it or it got them. Whereas the group that we're talking about of Swiss is an entirely different situation. They were all working together. They had an identity, I guess is a good way to describe what was holding them together. And if they decided that it wasn't going to work, then if some of them left, probably all of them felt they had to leave. I would be inclined to think that the people who left were wiser than the people who stayed, but it's, of course, going to vary from one individual to another and what the situation was. I think it was probably a need to stay together, and I don't believe they had the pioneer spirit that was required to come to this area and make a go of it. Probably the ones who were less affluent would be the only ones who had what was required. And that would be the people that didn't have the choices. If they had a choice, they went back. Charles de Brémond, l'aristocrate neveu de Gaulier,
cherchera un terrain plus favorable à la réalisation de ses ambitions. Il rachète pour $1, cadeau de John Hagerman, un grand domaine agricole au nord de la vallée. Mais c'est grâce à ses qualités militaires qu'il entre dans l'histoire du Nouveau-Mexique. Fondateur d'une batterie d'artillerie à Roswell, il s'illustre à la tête de celle-ci lors du conflit contre le Mexique, au cours duquel Pancho Villa tenta d'envahir le sud des États-Unis. Lors de la Première Guerre mondiale, il est l'un des héros de la bataille de Château-Thierry. Il meurt à Roswell, où il incarne encore aujourd'hui une de ces réussites dont les Américains célèbrent le souvenir. À la différence de ses compatriotes, Charles de Brémond a su s'adapter. Il a modifié les termes de son projet utopique et su créer un terrain propice à l'expression de ses qualités personnelles. Il comprend qu'aucun agriculteur ne pourra helvétiser la nature du Pecos et préfère réorienter la voie de sa réussite. En cela, il fait preuve de cet esprit pionnier qui manqua peut-être aux gens du Lavaux. Ils partirent pour recréer un univers familier. Et s'ils rêvaient, ce n'était pas d'un Eldorado exotique, mais d'un pays qui devait ressembler à celui, pittoresque, qu'ils ne quittaient pas sans regret. Leur émigration ne fut pas une rupture, et leur intégration dans un pays radicalement différent n'en fut pas facilitée. Bien sûr, la malchance et de sérieux imprévus contribuèrent à leur abandon. Néanmoins, les valeurs communautaires des colons suisses cadraient mal avec les exigences dictées par un état de survie favorisant l'individualisme. Dépourvues de traditions coloniales et de sentiments ethnocentriques, ces valeurs n'étaient pas celles qu'exige cet esprit d'entreprise, qui est le véritable fondement de la mentalité américaine. Dans l'adversité, ces valeurs communautaires se sont manifestées d'une manière plus grégaire que cohésive, et particulièrement dans les rapports que la métropole entretint avec la colonie. Plus que des mauvaises intentions, il faut y voir de la naïveté ou de l'incompétence en matière d'émigration. Il n'empêche que ceux du Pecos furent peu soutenus par leurs compatriotes, notamment par les pouvoirs publics. La position de l'État face à Henri Gaulieur est toujours restée très floue, ne favorisant guère sa responsabilisation ainsi que celle de ses co-investisseurs vis-à-vis de la colonie du Pecos. Livrée à elle-même, la communauté se retrouva face à un problème identique à celui qui avait motivé son exode, la nécessité d'une inéluctable évolution. Deux attitudes radicalement différentes manifestent la prise de conscience d'une telle nécessité. Samuel Emery témoigne d'une rapide résignation, confortant inexorablement la volonté du retour. Gustave Queneau, lui, exprime un long déni obstiné qui se transforme peu à peu en amère déception. Il est l'un des derniers Suisses à abandonner sa ferme, qui ne lui a pas apporté la fortune espérée. Il quitte la vallée, erre au Texas avec ses 13 enfants, puis finit par s'installer à Galveston, où il termine son existence dans une modeste situation d'employé. Nous persévérâmes plus longtemps que les autres Suisses, mais finîmes par renoncer nous aussi. Après bien des années, et lorsque cette colonie s'est dispersée sur tous les points, non seulement des États-Unis, mais du monde, les fêtes viennent leur rendre une tardive justice. Malheureusement, les vies humaines sacrifiées, le temps perdu, les santés abîmées et l'argent jeté ne se retrouvent pas. Gustave Queneau, Galveston, 1900. L'histoire du Pecos est de celle qui révèle la nécessité pour la culture occidentale d'asservir l'environnement et de le dominer selon des règles qui tiennent moins compte de sa spécificité que de préceptes moraux préétablis. Les colons européens n'ont jamais étudié le mode de vie des Apaches dans le désert. La rencontre de l'Indien et du pionnier occidental n'a donc donné lieu à aucun échange véritable. Some of these wells in this area are producing as much as 140 barrels a day.
and at $20 a barrel oil, you can multiply that out. That's $2,800 a day. I don't think there's any Swiss. I mean, not that I know of, you know. No. L'histoire de la vallée est rythmée par une succession de paris agricoles puis géologiques dont aucun n'a apporté la prospérité souhaitée. L'agriculture est aujourd'hui minoritaire et les terres cultivables sont réparties entre un petit nombre de propriétaires dont certains privilégiés peuvent aussi compter sur les droits minéraliers du sol. Mais la potasse se raréfie et les gisements de pétrole n'ont jamais été suffisants pour offrir un grand nombre d'emplois. We want to educate our kids so they can go out into the big cities and learn how to live out there and survive out there. We don't want them to stay here. Le Pecos moderne n'a pas de véritable identité culturelle. Peu de colons s'y sont enracinés. C'est une terre de transit, une région sans mémoire, où la population fluctue au gré des nouvelles entreprises. À Loving, diverses communautés cohabitent aujourd'hui sans grand motif de rencontre. Des Indiens, des Anglo-Saxons et des Mexicains qui forment la majorité de la population. It used to be called Beto or something? Who? Bo. Okay. Okay. Aucun événement n'a célébré le 100e anniversaire de la fondation de la ville, dont presque tous les habitants ignorent l'appellation d'origine. Et la relation que ceux-ci entretiennent avec cette terre est à 1000 lieues de celle que souhaitait le paysan ou le vigneron vaudois à la recherche d'un terroir. La famille Réroux, descendante du jardinier de Vufflan, est une exception. Seule famille suisse à avoir fait souche dans la vallée, elle représente une possibilité de vivre en harmonie avec la nature environnante. Grâce à une petite rente d'employés, Jesse Réroux a pu acquérir à sa retraite le ranch dont il rêvait. Il élève une petite quantité de bétail qui, sans épuiser les ressources du sol, lui permet, outre sa rente, de mener un mode de vie certes modeste, mais en accord avec ses aspirations écologiques. And everybody else sits down. Okay. Well, it's just something that I've always wanted to do ever since I was a little kid. Was work a ranch and raise cattle and be able to take care of them and just do that, just that way of life. Something about it that I always wanted to do. Les Réroux manifestent comme une volonté de réparation vis-à-vis des dégâts commis par la colonisation. Ils s'opposent à l'expansion outrancière des puits de pétrole et s'occupent d'une sorte de clinique pour des animaux sauvages victimes de la modernisation. Les Réroux se sont intégrés à l'équilibre naturel de la vallée. Leur fille cadette, Sammy, sera bientôt la dernière autochtone à porter nom helvétique. Mais au regard de son existence, de l'attachement qu'elle manifeste à l'égard de cette région, elle peut être considérée comme la première descendante des colons suisses dont les racines sont profondément ancrées. À cet égard, la relation initiatique qu'elle a établie avec Evelyn Martinez, une des dernières détentrices des traditions indiennes, est particulièrement symbolique. La vieille femme enseigne à la jeune fille des connaissances condamnées à disparaître. Et cette tentative de rejoindre les profondeurs de la culture apache est la marque d'une intense fidélité envers ce pays. Well, Evelyn is the traditional counselor for the Mescalero Apache Indian tribe.
out of Ruidosa. Her family came from the Guadalupe Mountains. Her father was the last Apache killed in the mountains. And she remembers when she was young living in teepees until about 1936. In a way, she is kind of like part of our family now. She's kind of like another grandmother to me. And she teaches me a lot, like some of the things they do with plants. Some of that knowledge, the basic knowledge, she has told me just while we were walking around gathering the mescal. Things like that. And some of the stories when she was growing up, some of that she has passed on. But as far as any of the traditional knowledge, I don't think that would ever be passed on to me. I'm an outsider. But that I understand and I respect. That is their way of life, and I don't want to intrude. Now, if there ever was a chance that anything should be passed on to me, I would feel that responsibility, to keep that information, to never forget it. And then to pass that information on. I've got all kinds of backgrounds, And Switzerland, I don't know, that it means a lot to me, knowing that there are more railroads over there, that there are very few here, but over there, there's a bunch of them, and I would, like I said, I would like to go over there and meet my relatives and just get to know them. I would like to learn more about my background, about that part of my life, find out where I came from and what it was like. But this will always be my home, no matter where I go. And it's very likely I will come back to this same valley, to this same area. La relation entre Evelyn et Sammy est non seulement un trait d'union entre le passé et le présent, elle est aussi le symbole d'un rendez-vous manqué, d'une impossible rencontre entre deux cultures qui se sont observées de loin au crépuscule du siècle passé. En Suisse, le retour de cet indomptable Far West a d'abord profondément marqué les imaginations. Dans les années 20, le Pecos s'évoque en endroit mythique. Il délimite une frontière trouble entre enfer et paradis, qui entre dans le langage populaire. On dit d'une femme qu'elle est la plus belle à l'ouest du Pecos. Il donne son nom à des quartiers sordides ou à des ruelles malfamées. Puis son souvenir s'estompe, tandis que la Suisse prospère. Mais le désir d'un ailleurs meilleur est longtemps resté vivace. Ainsi, bien des années plus tard, lorsqu'on retrouva la barque d'Henri, le fils de Samuel Emery, échoué sur un rivage du Léman, la police conclut rapidement à un suicide. Mais ceux de Corzo savaient qu'Henri était le meilleur nageur de la côte. Et comme son corps ne fut jamais retrouvé, une légende veut qu'il soit retourné tenter sa chance en Amérique. Plus loin cette fois-ci, en Californie, à l'ouest du Pecos. It was in the town of Griffin in the year of 83 when an old cowpuncher stepped up and this he said to me. Howdy do, young feller, and how'd you like to go and spend a pleasant summer out in New Mexico? I, being out of employment, to the puncher I did say, depends upon the wages that you will have to pay. You paid me good wages and transportation too, and I think I will go with you one summer season through. We left the town of Griffin in the merry month of May. The flowers were all blooming and everything seemed gay. Our trip, it was a pleasure, the road we had to go, till we reached the Pecos Valley out in New Mexico.
It was there our pleasures ended and troubles then begun. The first hailstorm came on us, oh how those cattle run. Through mesquite thorns and thickets we cowboys had to go, while the Indians watched our pickets out in New Mexico. And when the drive was over, the foreman wouldn't pay. To all of you good people, this much I have to say. With guns and rifles in our hands, I'll have you all to know, we left his bones to bleach upon the hills of Mexico. And now the drive is over and homeward we are bound. No more in this danged old country will ever I be found. Back to friends and loved ones and tell them not to go to that God-forsaken country they call New Mexico.